Bienvenue à tous et merci pour la fidélité renouvelée à 7 jours dans la savane. Toute l'équipe est avec moi pour vous servir encore cette semaine. Verdict du procès Thomas Sankara et 12 autres. Présentation de la feuille de route de la transition par le Premier ministre devant l'Assemblée législative. Nous en parlerons dans Décryptage avec Rachid Assad Zongo et Stéphane Sanou. Avec notre spécialiste des questions internationales Amadé Adamasoro, nous parlerons de cette demande adressée à la CEDEAO par le gouvernement burkinabé, la demande donc d'aide militaire et humanitaire. Et dans ça fait débat, il sera question de cette annonce du Premier ministre devant l'Assemblée législative de transition, à savoir l'adoption prochaine d'un statut pour la chefferie coutumière au Burkina Faso. Quel statut pour les chefs coutumiers burkinabés? Faut-il craindre que cette annonce réveille les conflits latents liés à la chefferie? Comment faut-il s'y prendre? Pour traiter de ces questions, nous allons recevoir deux invités sur ce plateau. Le professeur Albert Ouedraogo, homme des lettres, ancien ministre de l'enseignement supérieur, ancien ministre des droits humains et secrétaire général de l'association Racine, une association composée de chefs traditionnels et d'universitaires entre autres et qui s'est donné pour mission de promouvoir les valeurs culturelles et traditionnelles. Sera également avec nous Abdul Karim Sango, ancien ministre de la Culture, ancien conseiller culturel à la présidence du Faso et président du PARAN, le Parti pour la Renaissance nationale. C'était le menu. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. Et c'est sans doute l'une des actualités phares de cette semaine. Après 6 mois de jugement, les 14 accusés dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons sont situés sur le sort depuis mercredi dernier. 3 personnes condamnées à la prison à perpétuité, acquittement pour 3 autres. Certains sont condamnés à des peines allant de 3 à 20 ans de prison ferme, tandis que d'autres s'en sortent avec des peines d'emprisonnement avec sursis. Le détail du verdict, c'est avec Germaine Farama et Stéphane Sanou. Parmi les 14 accusés du procès Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Yacine Kafando et Gilbert Diendéré écopent de la plus lourde peine. Ils sont condamnés à la prison à perpétuité, c'est-à-dire condamnés à vie. En plus de cette condamnation, le tribunal a procédé à la déchéance de tous les titres et décorations de ces 3 accusés. Ils perdent donc tous leurs titres et toutes leurs décorations. Les autres accusés, Idrissa Sawadgo et Naboswende Ouedraogo, suivent en termes de lourdeur des peines avec 20 ans d'emprisonnement. Jean-Pierre Palme, l'ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré, est condamné à 10 ans de prison ferme, même peine que Thibaut Ouedraogo. Yamba Élisée Ilboudo ira en prison pour 11 ans ferme et Nida Pascal Tondé pour 3 ans. Le verdict du procès Thomas Sankara a livré également des condamnations avec sursis. 2 personnes sont concernées. Il s'agit de Pascal Belemdilga et de Diakalia Deme, tous condamnés à 5 ans avec sursis. Il n'y a pas non plus que les condamnés. Des accusés ont été acquittés. Au nombre de ceux-ci, Bossobet Traoré et les médecins Ali Djebré et Amadou Kafando, ils ont été acquittés pour faits non constitués. Voilà, et pour traiter de cette actualité, nous sommes en compagnie de Stéphane Sanou. Stéphane Sanou qui a été notre reporter à la salle des banquets de Ouaga 2000 durant les 6 mois de jugement dans ce procès. Thomas Sankara et 12 autres. Stéphane Sanou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Bébé Tambou, bonjour à tous et à toutes. Verdict dans le procès Thomas Sankara, 3 accusés écopent en tout cas de peine de prison à perpétuité. Est-ce que cela a été une surprise pour vous? Je crois que c'est la surprise générale, même dans la salle, quand on a proclamé cette sentence à l'endroit de ces 3 accusés, c'était vraiment la surprise générale parce que même au niveau des journalistes dans la salle, personne ne s'attendait à une condamnation à perpétuité. On se disait certainement que on allait avoir des condamnations, des peines maximales de 20 ans, maximum 30 ans, comme c'était vraiment c'était dans les réquisitions du parquet militaire. Mais à notre grande surprise, on voit que le tribunal a décidé de condamner à perpétuité Blaise Compaoré, Yacine Kafando, Gilbert Diendéré. Et la vraie surprise, c'est
justement Gilbert Diendéré, parce qu'on s'est dit que normalement les absents ont toujours tort, mais on se rend compte qu'ici c'est pas forcément seulement les absents qui ont tort, parce que Gilbert Diendéré et Blaise Compaoré, Yacine Kafando ont la même condamnation, donc on se demande vraiment si c'est vraiment une surprise comme je l'ai dit, parce qu'on s'est dit que comme Gilbert Diendéré est là, sa sentence ne devait pas... à ce que sa peine soit un peu... Tout à fait. En tout cas, moins lourde, moins lourde, c'est ça. Par rapport à ceux qui n'étaient pas là. Tout à fait. Même si c'est légèrement, on se disait que légèrement, il allait avoir plus de grâce de son côté par rapport aux autres, mais on se rend compte que c'est la même peine. Et à côté de ces peines-là, vous voyez qu'il y a la déchéance de tous les titres, de tous leurs titres, de toutes leurs décorations, tout ce qu'ils ont eu comme titre et tout ce qu'ils ont eu comme décoration. Le tribunal a proclamé la déchéance, ça veut dire qu'ils vont perdre tous ces titres. Et vraiment, c'est la surprise générale, comme on l'a dit. Mais d'aucuns estiment aussi que c'est pas véritablement une surprise parce que ce sont des vies qui ont été enlevées, qui ont été ôtées. Vous savez que Thomas Sankara et ses 12 autres compagnons, bien sûr, ont perdu la vie. Ce sont des familles qui ont été endeuillées. Donc, je crois que cette condamnation à perpétuité, pour certains, ça rentre dans ce cadre. Et c'est parce que nous n'avons plus la peine de mort, mais à défaut de la peine de mort, les gens pensent qu'avec la condamnation à perpétuité, justement pour les partisans de Thomas Sankara, je parle bien sûr des partisans de Thomas Sankara, ils pensent surtout que c'est bon à prendre par rapport à la peine de mort. Alors, on note au passage que, comme vous l'avez dit, dans ce compte rendu que nous avons écouté, 3 personnes ont été acquittées. Tout à fait. Voilà, mais quand on écoute un peu partout, certains estiment que ce procès, en tout cas, est un procès pédagogique. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, Bébé Kambou. Je pense que quand même un procès, même dans son objectif, c'est vraiment savoir ce qui s'est passé pour qu'on en tire des enseignements. Et je crois que ce procès, j'allais dire historique, parce que même les avocats l'ont souligné. Et je pense à Maître Prosper Faraman, qui dit que c'est un jour historique, une délivrance. Ouais. Donc vous voyez que c'est vraiment une journée historique ce 6 avril, quand on a eu les décisions concernant le procès de Thomas Sankara. Je crois que la principale leçon à tirer, c'est pour dire que quel que soit le temps mis, si Dieu le veut, je crois qu'un jour on saura ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'il faut se dire actuellement. 35 ans après, voilà qu'aujourd'hui, on sait qui a tué Sankara, qui est jugé coupable bien sûr, et qui a tué Sankara, qu'est-ce qui s'est passé. Donc je crois que c'est une leçon. Et ça montre, comme certains observateurs, et même Mariam Sankara l'a soulevé, ça va permettre aux gens de savoir maintenant se comporter, parce que les crimes odieux, les tortures, tout ce qui a eu dans le passé, les gens vont éviter maintenant, parce qu'on peut se dire qu'à tout moment, même si c'est dans 10 ans, dans 100 ans même disons, un jour, tous ces crimes seront jugés et on saura qui a fait quoi et chacun va assumer ses responsabilités devant l'histoire. Donc je crois que c'est la principale leçon qu'il faut tirer après la proclamation de ce verdict, de toutes ces décisions, de savoir que à tout moment, si on fuit la vérité, un jour elle nous rattrape, c'est ça. La vérité finit toujours par rattraper. Tout à fait. Cela signifie également que quelle que soit votre puissance, à un moment donné, voilà, de l'histoire, il faut savoir se comporter, parce que si vous posez certains actes, ça peut toujours vous rattraper comme vous l'avez dit. Alors, ce que beaucoup attendaient également à l'issue de ce procès, c'est la vérité. Est-ce que ce procès a permis de connaître la vérité sur ce qui s'est passé le 15 octobre 87? Moi j'ai assisté vraiment à ce procès et c'était vraiment une découverte pour moi, parce que nous on est quand même très jeunes. Il y a des choses qu'on avait entendu parler grâce à l'histoire, et grâce à ce procès on a vu des gens en face parler à côté d'eux. Après on s'est rapproché d'eux pour comprendre davantage. Personnellement je crois que il y a eu une vérité qui est sortie dans ce procès, parce que c'est vrai que d'aucuns ne voulaient pas, surtout les accusés, ils ne voulaient pas vraiment parler, ils ne voulaient pas bavarder. Ce sont les témoins qui nous ont vraiment édifiés, et grâce à ce procès, on a appris beaucoup de choses, on a su beaucoup de choses. Et je pense par exemple au commando. Tout le monde sait maintenant d'où est parti le commando. C'est que c'est parti du domicile de Blaise Compaoré. On sait qui a tiré sur Sankara, on sait comment il est tombé. Et à côté de ça, maintenant, on a fait
taire certaines divergences, certaines paroles des détracteurs de Sankara qui disaient que Sankara a voulu résister pendant le jour de l'assaut, mais on a su qu'en réalité il ne voulait pas résister. Au contraire, quand il est sorti net, Yassine Kafando a tiré sur lui, selon les témoins, selon ce que chacun a raconté. Donc ça, c'est déjà une vérité. On a fait taire certaines choses. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on a su, comme le complot, le supposé complot de 20 heures. Il y a eu des choses qui ont été dites pour montrer qu'en réalité, il ne s'agissait de rien. C'est justement des détracteurs qui voulaient justifier justement le coup d'État. Donc ce sont des choses vraiment qu'il faut noter et qu'il faut se dire que grâce à ce procès, grâce aux langues qui se sont déliées, on a su ce qui s'est passé. Et je pense aussi au rôle de Gilbert Diendéré, au rôle de Jean-Pierre Palme dans ce coup d'État. Beaucoup pensaient par exemple que c'était Gilbert Diendéré qui a tiré sur Sankara. Ouais. Mais grâce à ce procès, on a su que ce n'est pas Gilbert Diendéré qui a tiré. Il était, comme il a dit, le gardien du Conseil de l'Entente et il devait savoir qui rentrait, qui sortait et qui pouvait faire quelque chose à l'intérieur. Donc grâce à ce procès, on savait que c'était lui le gardien, entre guillemets, comme il l'a dit. On sait aussi que Jean-Pierre Palme n'était pas n'importe qui, et il a joué un rôle aussi dans ce coup d'État. Et moi, je pense, bien sûr, moi, ça m'a vraiment édifié. Je pense au deuxième commando dont lui, il était le chef, pour venir en rescousse au commando de Hyacinthe, si toutefois le commando de Hyacinthe échoue, lui, il vient en rescousse pour pouvoir justement permettre que le coup d'État aboutisse dans les normes. Donc, vous voyez que ce sont autant de choses. Si je vais m'étaler ici, je crois que on va pas quitter ici. Donc, vraiment, je crois que ce procès nous a permis de savoir ce qui s'est passé. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui n'ont pas parlé, surtout les choses. Je vais parler de l'aspect international, du statut international. Vous voyez qu'on aurait voulu que tous ceux qui sont, tous ces pays ou toutes ces entités internationales qui sont soupçonnées dans ce coup d'État-là viennent parler, viennent nous édifier. Donc c'est vraiment cette limite qu'on déplore à ce procès et on espère que justement, comme les avocats de la famille Sankara l'ont dit dans leur conférence de presse, un jour on saura ce que l'international a justement fait dans ce sens, qu'est-ce qui s'est passé avec l'entité internationale, et ça va bien sûr nous édifier comme on a su une partie de la vérité actuellement. On parle notamment de l'implication de la France, la Côte d'Ivoire, peut-être le Togo. Oui. En tout cas, ce procès ne nous a pas éclairé ou éclairci sur, en tout cas, sur ces zones d'ombre-là. Donc, qui reste encore comme un goût d'inachevé. Alors, on a vu cette sortie au lendemain du verdict du collectif d'avocats de la famille Sankara qui mettent en garde contre, en tout cas, d'éventuelles grâces au profit de ces personnes condamnées. Qu'en dites-vous? En tout cas, après avoir prononcé le verdict, surtout la condamnation à perpétuité de Gilbert Diendéré, de Blaise Compaoré, bon, on ne parle même pas de Hyacinthe Kafando, mais on parle de ces deux, Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré. Tout le monde a pensé à une grâce présidentielle, vu que c'est une surprise, parce que les gens se disent que pour une véritable réconciliation nationale, on ne doit pas condamner ces acteurs-là à la peine maximale, c'est-à-dire à une condamnation à perpétuité. Donc, les gens pensent à une grâce présidentielle. Je crois que ce que Maître Farama a dit, ce n'est pas faux, ce n'est pas totalement faux. Les partisans de Gilbert Diendéré voudraient cela, mais n'oublions pas que ceux qui ont été endeuillés à cause de ce coup d'État ne vont pas accepter, parce que quand on a vu l'euphorie dans la salle après la proclamation, on se rend compte que beaucoup attendaient véritablement cette sanction. De l'autre condamnation, voilà, de l'autre peine. Aussi pourront faire leur deuil. Donc si une grâce présidentielle vient aujourd'hui, je crois que ça, même si actuellement on croit que ça a divisé la société burkinabé, ça va encore diviser. Donc il faut être prudent. Vraiment, il faut être prudent, savoir justement pour cette réconciliation nationale-là, savoir vraiment trouver un consensus. Sinon, je ne crois pas qu'une grâce présidentielle pourrait vraiment résoudre une réconciliation nationale. Et Maître Farama l'a si bien dit, on pourrait, à cause de cette grâce présidentielle, retrouver des gens dans la rue à cause de cela. Donc, il faut vraiment être prudent, comme je l'ai dit, peser le pour et le contre. Parce qu'on sait que la grâce présidentielle et les politiques, c'est une prérogative du chef de l'État. Si c'est vraiment prérogative, il faut que ce soit légitime aussi. Si ce n'est pas légitime, je crois que ça peut créer encore
d'autres frustrations, d'autres frictions, et ce ne serait pas intéressant justement pour le Burkina Faso qui veut vraiment enterrer certaines choses du passé. Et Maître Prosper Farama qui dit également que la réconciliation est possible avec grâce présidentielle ou amnistie, en tout cas, mais il va falloir que les intéressés ou les condamnés reconnaissent les torts et demandent pardon donc, aux familles des victimes. On attendra de voir en tout cas ce qu'on fera de ce verdict. Et ce qu'il faut souligner au passage, c'est que le 13 avril, le procès doit continuer dans sa version réparation civile. Tout à fait, ce qu'on appelle les dédommagements là, au profit des civils. Des familles des victimes. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous Stéphane Sanou d'être passé sur ce plateau. Merci à tous et à toutes. Et pour la suite, le Premier ministre Albert Ouédraogo a présenté cette semaine devant l'Assemblée législative la feuille de route de la transition, une feuille de route qui définit 4 priorités majeures, dont la première est sans doute la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire burkinabé. On en sait plus avec Fatih Sankara et Stéphane Sanou avant de retrouver Rachida Sadzongo pour en parler. Sans surprise, la restauration de la sécurité et la récupération des zones en proie au terrorisme demeurent la priorité des priorités de la transition. C'est par cet axe que le nouveau Premier ministre, Albert Ouédraogo, a débuté sa présentation de la feuille de route de la transition. Le premier objectif de la feuille de route de mon gouvernement porte sur la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire national. Face au péril terroriste, nous n'avons d'autre choix que de sauvegarder l'intégrité territoriale en libérant les zones occupées par les groupes terroristes, en y ramenant la sécurité et en assurant la continuité du service public et le développement local. Nous avons conscience de l'impatience de nos compatriotes d'observer des résultats rapides sur le terrain. Nous sommes convaincus que les actions engagées et celles à venir produiront des résultats attendus. En même temps que Albert Ouédraogo veut restaurer la sécurité, il s'engage à répondre efficacement à la crise humanitaire. Répondre aux besoins humanitaires pressants, renforcer la prévention et la résilience face à l'extrémisme violent constitue le deuxième objectif de la politique de mon gouvernement. La détresse des personnes déplacées internes commande de l'ensemble des Burkinabés d'y apporter une réponse humanitaire adéquate. Mon gouvernement, pour sa part, œuvre déjà à assister les PDI sur tous les sites d'accueil enregistrés par les services en charge de l'action humanitaire. Il accordera dans ce cadre une importance particulière à la rescolarisation des enfants touchés par le terrorisme et à l'aide psychosociale. En plus de lutter contre le terrorisme, le nouveau Premier ministre a déclaré devant les députés que son gouvernement va travailler à améliorer la gouvernance en repensant l'État. Selon lui, l'administration publique doit connaître des changements. La refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance à tous les niveaux constituent le troisième objectif stratégique de la feuille de route de mon gouvernement. En effet, il est essentiel de repenser l'État dans tous ses compartiments afin de recentrer ses actions sur l'intérêt général. Au niveau de la gouvernance de l'administration publique, afin de restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés, j'engagerai tous les efforts nécessaires pour redonner à l'administration publique sa neutralité et son efficacité. Pour terminer avec les objectifs gouvernementaux de Albert Ouédraogo, il y a la question de la réconciliation nationale. L'ambition est de promouvoir la cohésion sociale et consolider la paix. La lutte contre les discours haineux et la stigmatisation des communautés, la poursuite du processus de réconciliation nationale, la promotion des valeurs traditionnelles locales de cohésion sociale et la communication non violente. Et enfin donc, l'éducation à la paix et à la citoyenneté. Le Premier ministre de la transition burkinabé, Albert Ouédraogo, s'engage donc à trouver les moyens pour la réussite de ses objectifs.
Il laisse également entendre que la diversification des partenaires est à l'ordre du jour et le pays est ouvert à tout type de partenariat. Rachid Assad Zongo, bienvenue sur ce plateau. Merci Kambou, bonjour et bonjour à vous qui nous suivez. Alors, comme annoncé, c'est avec vous que nous allons traiter cette actualité. Déjà, quelle appréciation faites-vous de ces 4 priorités fixées par le Premier ministre dans sa feuille de route? Merci Kambou. On dira que ce sont des points qui constituent des axes majeurs pour ce qui est de la réalité du Burkina Faso, à la fois sur le plan social, économique, politique et bien d'autres. Et on dirait aussi que c'est pratiquement un peu les mêmes points qui reviennent depuis pratiquement le gouvernement, on dirait, d'Abiré, en passant par celui de Lassina Zerbo, jusqu'au jour d'aujourd'hui avec Albert Ouedraogo. Là-dessus, pour revenir sur ces quelques axes-là, il nous parle en premier de la lutte contre, on va dire, le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. C'est un axe majeur. Et là-dessus, on s'intéresserait véritablement de savoir concrètement quel est le contenu de cet axe-là sur le terrain. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pratiquement tous les jours, pratiquement chaque 2 jours, c'est toujours la même actualité qui prévaut, des attaques avec des morts, et surtout civils que militaires. Pas plus tard que la semaine, on va dire du 2 au 9 avril, en tout cas, des attaques qu'on a pu avoir comme information donnent en tout cas une actualité chaotique. Je prendrai l'exemple de ces 6 membres du cortège funèbre et de 7 infirmiers, avec bien sûr en son sein un infirmier qui ont été exécutés du côté de l'Oudala dans le Sahel. Vous avez le cas dans le centre nord de Namsigimia, voilà, où 12 FDS et 4 VDP sont tombés. Dans la même région, à Kongoussi, 2 morts, un civil et un policier qui ont perdu la vie. Je pense que pour ce axe-là, l'heure n'est plus véritablement au discours. L'heure est moins au discours qu'aux actions et aux résultats palpables. Et je pense que ce qui véritablement intéresse aujourd'hui les Burkinabés, et plus encore les personnes qui sont au niveau des régions ou sinon des localités, surtout en proie au terrorisme, c'est que concrètement sur le terrain, on puisse sentir qu'il y a une réelle offensive, les localités ont pu être reconquises, qu'il y a une certaine présence de l'autorité, je veux parler de l'État, et que la vie pourrait justement renaître et l'espoir pourrait renaître pour ces populations-là. Tant que cela ne sera pas, ce serait difficile, et pour l'impatience que l'on fait remarquer chaque fois aux populations, va toujours être marquée. Un autre axe, puisque il s'agit de 4 axes, un autre axe, il parle de l'action, on va dire, humanitaire. Voilà, une réponse à, on va dire, au volet humanitaire. Je pense que c'est également un pas important. Un pas important où, dans la mesure où, de plus en plus, on constate qu'il y a un flux massif de déplacés internes, à la fois pour des zones comme le Sahel, qui se veut être la région la plus indescriptible en matière de déplacés internes. Vous avez la région du centre-nord, d'autres régions comme l'Est et également le Nord, pour ne citer que ces exemples-là. Des déplacements massifs de population qu'il faille nécessairement encadrer. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, on ne pourrait pas écarter le fait que le Burkina Faso, de façon générale, est dans une crise alimentaire. Et il y a encore des déplacés internes. Il n'y a pas de terres cultivables. Comment faire pour gérer ces personnes-là? Donc, il faut nécessairement que la réflexion soit mûrie pour trouver une réponse urgente, humanitaire, pour déjà les personnes déplacées internes. Ça, c'est déjà un cas. Avant de passer de façon globale à ce qu'il faut faire pour résoudre la question alimentaire au niveau du Burkina Faso. Sans quoi, ça va être difficile. Et à côté de l'alimentation, il y a la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que pour la prise en charge de ces déplacés internes-là, il faut nécessairement qu'il y ait, on va dire, une sorte de plan sanitaire. On n'oublie pas que nous sommes toujours en période de Covid-19, même si on ne parle plus de cette maladie qui nous a tant emmerdés. Voilà, je pense qu'on doit prendre en compte, dans la stratégie en tout cas pour ce qui est de la réponse, pour ce qui est de la crise humanitaire, tous les axes qui sont nécessaires pour que les Burkinabés, les populations de façon générale, puissent être moins éprouvées par rapport à la question de l'insécurité. Sans quoi, je pense qu'on va encore faillir et eux se retrouver pratiquement à la même situation. Et comme on aime à le dire, faire toujours la même chose, il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve dans les mêmes résultats. Et penser le contraire, c'est être fou, comme le dit Tiken Jah Fakoly. Autre chose, en termes d'axe, il parle de la refondation, on va dire, de l'État. C'est quelque chose qui me fait marrer.
peut-on parler de refonder l'État si véritablement on perd du territoire, si véritablement on n'a plus d'autorité, si véritablement il y a une certaine fracture sociale en termes de confiance entre l'État et la population? Ce sont des questions que je me pose. Et tant que des réponses ne sont pas trouvées à ces questions-là, il serait difficile de parler de refondation de l'État. À côté de cela, on parle de quoi? De bonne gouvernance. Et cela a pu être remarqué avec les activités, on a vu ces dernières heures, avec l'audit commandité par le chef de l'État et exécuté par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la SELC. C'est bien, voilà. Mais je pense qu'il ne faudrait pas que dans cette démarche-là, on y voit à côté de cela de l'arbitraire. Il faudrait que cela se fasse dans les règles de l'art. Que partout et dessus prime l'intérêt général. Sans quoi, on va se retrouver dans une sorte de jeu de sorcières, de jeu de chasse aux sorcières, qui ne sera pas justement ce qui va nous permettre d'atteindre des résultats efficients pour ce qui est en tout cas de la bonne gouvernance. Et on espère que derrière les audits qui seront justement faits, c'est toujours dans les règles, hein, derrière les audits qui seront faits, derrière cela, ce qui va se faire, c'est que la justice soit enclenchée pour que les crimes économiques et tout ce qui est aujourd'hui, je pense même que le code pénal devrait être revu, devrait être relu pour qu'on voit les failles qui encouragent des actes de corruption et de détournement de deniers publics. C'est important. Je pense que lorsque Lassina Zerbo avait fait sa déclaration de politique générale, c'était revenu parmi justement les axes de sa politique en matière, sa politique nationale de façon générale. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Si on veut réussir le défi de bonne gouvernance au niveau du Burkina Faso, je pense que ces aspects-là doivent être pris en compte. Christian Kaboré avait promis l'opération main propre. On n'a pas eu l'occasion de faire le bilan. Un semblant de main propre à court, on le voit sous cette transition, avec justement ce que fait, on va dire, la SELC sur le terrain. Mais comme je dis, pour que cela se fasse bien, il faut que ça respecte les règles de l'art, que ça respecte l'éthique et la déontologie et ne fasse pas preuve, on va dire, d'arbitraire. Et de plus en plus, beaucoup pensent que cela doit toucher également l'institution militaire. Et je pense que pour cette donne-là, c'est réglé. On a pu voir que au cours justement de la semaine, il est ressorti à travers en tout cas certaines sources, notamment des médias, que l'armée ne sera pas exclue de cet audit-là. Donc, des institutions même déjà comme, on va dire, l'Assemblée nationale et bien d'autres, voilà, font partie de cette liste-là. Et si tant que cela est, tant mieux, parce que ça semble penser qu'aucune institution, aucune structure, en tout cas publique, ne sera épargnée par cet audit-là. Si tant que cela est, tant mieux. Et je précise et insiste sur le fait que cela se fasse dans les règles de l'art, pas d'arbitraire. Voilà. Sinon, cela va, comme le dit le journaliste Newton Ahmed Bari, on va se retrouver dans une sorte de chasse aux sorcières, et cela, justement, n'est guère pour nous montrer qu'on avance. On fait plutôt 10 pas en arrière. Dernière chose qui constitue un des axes majeurs, on va dire, du Premier ministre, c'est la question de la réconciliation nationale, qui également faisait partie d'une des priorités du gouvernement déchu. Je vais parler du gouvernement à la fois de Lassina Zerbo, mais également avant lui. C'est vrai, la question de la réconciliation nationale est indéniable. Et là-dessus, on voit qu'il se met en place quelque peu une certaine stratégie qui pourrait, je dis bien qui pourrait nous donner, nous conforter que la question de la réconciliation nationale est une priorité et est actionnée. Quand on parle par exemple de la mise en place de comités locaux qui vont prendre en compte la question du dialogue pour refraterniser au sein de certaines communautés, je pense que ça c'est un aspect important. C'est vrai que la démarche pourrait être difficile dès le début, mais je pense que c'est important si toutefois on met en action le rôle important des leaders communautaires. Cela va permettre justement que cela soit facilité déjà à la base au niveau des localités, la question de l'exécution réelle de la réconciliation nationale. Maintenant, plus globalement, et ça, il faudrait dénuer, je vais dire, la connotation politique de la réconciliation nationale pour qu'elle soit véritablement réelle au Burkina Faso. Sans quoi, si on doit rester dans le carcan de la politique, ce n'est pas évident qu'on va s'en sortir. Très rapidement, voilà ce que je peux apporter comme commentaire pour ce qui est en tout cas de ces 4 axes majeurs cités par le Premier ministre Albert Ouedraogo. Est-ce que beaucoup attendent aujourd'hui, quand on écoute un peu dans l'opinion, ce sont les résultats? Parce que comme vous l'avez dit au début, ces discours, on en a entendu en tout cas assez au Burkina depuis un certain temps.
on veut voir le maçon maintenant au pied du mur et puis des résultats concrets. C'est vrai que le chef de l'État, dans son discours du 1er avril, a promis des résultats dans 5 mois pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, par exemple. Mais sur tous ces 4 axes prioritaires, on attend également des résultats. C'est bien cela, et si vous permettez de donner un mot là-dessus, c'est vrai qu'il a insisté sur le fait que nécessairement, à travers un certain nombre d'actions qui vont être entreprises, cela nécessite que les Burkinabés consentent au prix qu'il faut. Je pense que c'est partagé. Aussi bien les Burkinabés doivent consentir le prix pour l'atteinte de la sécurité de façon globale, aussi bien les acteurs qui en ont pris l'engagement doivent également faire le sacrifice, le prix, pour que justement on puisse arriver à cette sécurité tant voulue. Et là-dessus, ce qu'il faut dire nécessairement par rapport à cet aspect-là, c'est que si les populations aujourd'hui sont impatientes, c'est parce que sur le terrain, il est difficile de voir que il y a des résultats palpables, il y a des résultats réconfortants. Quand on dit qu'on a attaqué Kongoussi, qui se trouve pratiquement à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale, ça fait peur. Ouais. Voilà. Quand des localités, on vous dit qu'aujourd'hui, elles sont vidées, comme Namsigia, ça fait peur. Qui ne sont pas loin, ça fait peur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste pratiquement comme localité où l'on pourrait dire en bribes qu'il y a une certaine sécurité ou une certaine paix? Je pense que c'est quasiment le chiffre 0. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et là-dessus, sans exagérer, je pense que, comme le veulent les populations, il faudrait que les résultats soient palpables, soient constatables. Sans quoi, on pourrait se retrouver toujours dans la même situation. Merci donc pour votre regard sur cette actualité. Merci bien Kambou et bonne suite d'émission. Merci. Et dans la suite, les discussions se poursuivent entre les autorités de la transition et la CEDEAO. Le gouvernement burkinabé souhaite un accompagnement militaire et humanitaire de l'institution sous-régionale pour faire face à la crise sécuritaire. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres mercredi dernier. Écoutons Lionel Bilgo avant d'en parler avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamassourou. Pour ce qui concerne la CEDEAO, le gouvernement tient donc à rassurer l'ensemble de la population burkinabé. Notre gouvernement est dans une bonne prédisposition, les discussions se poursuivent, les concertations se poursuivent afin justement d'harmoniser les points de vue et nous voyons que l'institution CEDEAO est dans une bonne disposition et nous espérons que d'ici là justement nous allons avoir et le soutien et l'accompagnement de la CEDEAO. En tout cas, le gouvernement a déjà demandé un soutien sur les questions humanitaires et militaires de la part de l'institution et nous attendons justement à ce que cette CEDEAO des peuples puisse se pencher sur cette doléance-là et nous apporter son soutien. Voilà, et pour traiter de cette actualité, nous sommes en ligne avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamassourou, qui est hors de Ouagadougou. Bonjour à vous, Amadé Adamassourou. Bonjour Kambou, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci pour la disponibilité. Avec vous, nous parlons de cette actualité. La CEDEAO a demandé, à l'issue du sommet extraordinaire du 25 mars dernier, au gouvernement burkinabé de fournir un chronogramme acceptable de la transition. Et le gouvernement burkinabé, en retour, qui demande une aide militaire et humanitaire de la CEDEAO. Quelle appréciation faites-vous de cette démarche du gouvernement burkinabé? Effectivement, cette démarche du gouvernement burkinabé peut être interprétée de différentes manières. D'abord, une manière pour le gouvernement burkinabé d'attirer l'attention de la CEDEAO sur la question sécuritaire, parce qu'on ne peut pas organiser des élections dans un pays où les 2/3 ne sont pas contrôlés par le pouvoir central. Et lorsqu'on parle d'élections, on parle bien sûr des populations qui doivent accomplir ce devoir civique dans des conditions sécurisées. Il y a également la question donc des déplacés internes. Si la CEDEAO, bien sûr, arrive à aider donc le Burkina Faso à sécuriser en tout cas une bonne partie du pays, pour ne pas dire l'ensemble du pays, et là, elle serait donc dans son droit de revendiquer effectivement l'organisation ou le retour très rapide à l'ordre constitutionnel. Et si ce préalable n'est pas fait, alors elle serait peut-être dans une posture où elle n'aurait pas assez de légitimité ou de crédit
pour en tout cas sommer le gouvernement burkinabé en ce qui concerne l'organisation des élections. D'autant plus qu'il y a eu des précédents. Vous savez qu'on a organisé les élections en 2020, la réélection donc du régime déchu, le président Kaboré, et que cette élection ou de cette réélection donc n'a pas naturellement mis fin aux attaques terroristes. Donc ici, je pense qu'au Burkina Faso comme au Mali, la priorité doit être bien sûr centrée sur la sécurisation du territoire national, bien sûr la réinstallation donc des déplacés internes, et surtout l'autre question primordiale, c'est effectivement tout faire pour trouver des voies et moyens pour que la famine ne s'installe pas au Burkina Faso, parce qu'il y a des informations qui indiquent que le Burkina pourrait vraiment souffrir, donc en plus de la question sécuritaire, mais également de la famine, d'où ici l'action humanitaire. Donc ici, certaines personnes verront cette doléance portée par le gouvernement burkinabé à l'endroit de la CEDEAO comme une provocation, mais il ne s'agit pas d'une provocation, il s'agit effectivement d'une manière d'attirer l'attention effectivement de la CEDEAO sur cette question essentielle, cette question cruciale qui aujourd'hui constitue la priorité des priorités pour les Burkinabés. Si la CEDEAO donc évoque une fin de non-recevoir par rapport à cette doléance, en ce moment, le Burkina pourra dire, OK, comme vous n'êtes pas capable de nous aider à nous sortir de cette situation d'insécurité, alors nous allons nous donner les moyens et les délais nécessaires pour le faire. Parce que après tout, qu'est-ce qui est essentiel? C'est juste introduire le bulletin de l'urne qui est essentiel, ou bien c'est le bien-être des populations. Nous avons vu les différents régimes civils qui se sont succédés et comment cela a été, que ce soit au Burkina Faso, au Niger ou au Mali. Donc, est-ce que ce n'est pas pour, bien sûr, donner un quitus au pouvoir militaire de s'éterniser au pouvoir, loin de là, mais c'est pour en tout cas donner toutes les chances à la période de transition qui est une période peut-être propice à la refondation, au débat profond sur les réformes structurelles qu'il faut engager afin de mettre le pays sur des rails, et cela pourra en tout cas prendre un peu de temps. Alors, Amada Damasoro, peut-on s'attendre à une réponse favorable de la CEDEAO, c'est-à-dire l'arrivée d'un contingent militaire de la CEDEAO au Burkina? Oui, c'est vrai que par le passé, la CEDEAO disposait d'une force d'interposition ou d'intervention, à l'époque appelée ECOMOG. Aujourd'hui, on parle de la force en attente de l'Union africaine ou de la CEDEAO, mais je ne pense pas, vu la situation dans l'ensemble des pays du Sahel, que la CEDEAO pourrait éventuellement, dans un temps très rapide, mettre sur pied une force conjointe pour en tout cas s'attaquer à la question du terrorisme. Cela m'étonnerait vraiment et qu'il y ait une réponse favorable à cela. D'où, bien sûr, ces supputations par rapport à cette doléance piège qui a été faite par le gouverneur burkinabé. Peut-être sur la question humanitaire, la CEDEAO peut faire des lobbying ou des concertations avec les autres partenaires donc du regroupement sous-régional ouest africain pour voir est-ce que dans quelle mesure les doléances du peuple burkinabé peut être portées au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations Unies, etc. Mais concrètement, déployer une force militaire pour s'attaquer aux terroristes, ça, vraiment, je ne crois pas trop. Même si mon souhait vraiment est qu'il puisse y avoir aujourd'hui, si on fait un parallèle avec ce qui se passe en Europe, nous voyons qu'il y a
des pays membres de l'Union européenne qui envoient, n'est-ce pas, des armes pour l'Ukraine, malgré le fait que l'Ukraine ne soit pas dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Donc si ce même élan de solidarité peut constater au niveau donc de la région ouest-africaine, ça sera vraiment une bonne chose. Mais il y a en tout cas un hiatus entre nos souhaits et la réalité du terrain. Alors, Amadé Adamasoro, on sait qu'il y a la force Barkhane qui doit quitter le Mali et qui est en train de chercher un point de chute aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la CEDEAO, en soutien au Burkina Faso, veuille demander à ce que cette force soit déployée ici? Je ne sais pas s'il y a des accords qui lient la CEDEAO à la force Barkhane, parce que jusqu'à présent, ce qui constitue la trame de la coopération entre Barkhane et les pays, c'est en fait une approche bilatérale. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un levier au sein de la CEDEAO qui puisse permettre qu'il y ait des passerelles entre la CEDEAO et la France à travers la force Barkhane pour demander à ce que la France, du moins la demande qui a été faite à la CEDEAO, que la CEDEAO puisse sous-traiter avec la France, notamment à travers la force Barkhane, pour intervenir au Burkina Faso. Ça va m'étonner. Vous savez, ce qui est un peu inquiétant ou même révoltant dans certains cas, c'est de constater cette panoplie d'organisations, de structures militaires, G5 Sahel, Barkhane, Force Takuba, etc. Et que malgré ce déploiement intensif de forces militaires sur le terrain, la situation ne s'améliore pas. Et si tant est que ces organisations ont été créées pour rendre service au peuple, voilà pourquoi dans la demande burkinabé, il y a l'expression CEDEAO des peuples. Alors les mots ont un sens. Ça veut dire en fait que au lieu de se retrouver en tant que chef d'État, en tant que dirigeant de cette organisation ouest-africaine dans des salons feutrés, il faudra que les dispositions ou les mesures qui sont prises au sommet, en tout cas, puissent avoir un impact positif au niveau de la population, des populations ouest-africaines. Donc, je pense que si la CEDEAO vraiment s'attaque à cette question donc de l'insécurité, faire pression ou faire du lobbying auprès de ses partenaires internationaux et qu'il y ait vraiment un véritable engagement sincère. Et je pense que ces quelques centaines d'hommes écervelés donc dans le Sahel ne pourront pas vraiment faire le poids face à une action coordonnée de l'ensemble des pays du Sahel. Voilà, merci à vous, Amadé Adamasoro, pour cette intervention. Je vous remercie. Voilà, nous étions donc en ligne avec Amadé Adamasoro qui s'est prononcé sur la demande d'aide militaire et humanitaire adressée donc à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest par le gouvernement burkinabé. Merci une fois de plus à vous, Amadé Adamasoro. C'est tout donc pour cette partie décryptage. Vous n'aurez pas votre édito cette semaine. On passe à Ça fait débat tout de suite et maintenant. Lors de la présentation de sa feuille de route devant l'Assemblée législative de transition, le Premier ministre a annoncé l'adoption prochaine d'un statut pour la chefferie coutumière au Burkina Faso. Qui est chef coutumier? Quel statut pour les chefs coutumiers du Burkina? Ne faut-il pas craindre que cette annonce réveille donc les conflits latents liés à la chefferie coutumière? Comment faut-il s'y prendre? Voilà autant d'interrogations dans sa fait débat aujourd'hui. Sur ce plateau, deux invités, professeur Albert Ouedraogo, homme de lettres, ancien ministre de l'enseignement supérieur, ancien ministre en charge des droits humains et secrétaire général de l'association Racine, une association composée de chefs traditionnels et d'universitaires entre autres, et qui s'est donné pour mission de promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités sur votre plateau.
Deuxième invité sur ce plateau, Abdul Karim Sango. Il est juriste, ancien ministre de la Culture et ancien conseiller culturel à la présidence du FASO. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, merci une fois de plus à vous deux d'être là. Un petit rappel historique, selon une tribune du professeur Taladidia Tiombiano que j'ai pu lire sur un site en ligne. Certains pays de la sous-région comme le Sénégal et la Guinée ont aboli la chefferie coutumière après donc les indépendances. D'autres comme le Ghana et la Côte d'Ivoire lui ont donné un certain statut. Au Burkina Faso, Maurice Yamego a tenté de l'abolir, mais le processus n'a pas pu donc aboutir avant sa chute en 1966. Alors, sous les régimes militaires qui se sont succédés jusqu'à la Révolution, la chefferie coutumière n'a pas eu une grande influence. Et sous la Révolution, elle a même perdu presque toute influence. C'est avec le régime Compaoré que la chefferie coutumière est revenue au devant de la scène. Son influence donc s'est accrue. Aujourd'hui, les autorités entendent lui conférer un certain statut. Je commence par vous, le professeur Albert Ouedraogo. Quelle appréciation faites-vous de l'initiative déjà? Moi, je salue l'initiative parce que pour une fois, je vois un régime africain qui veut assumer ses racines. Pendant longtemps, nous avons pensé qu'en nous installant sur la natte de l'autre, c'est-à-dire la natte de l'Occident, nous pouvons faire souche. J'ai toujours été de ceux-là qui pensent qu'une démocratie a besoin d'être enracinée. Et pour ce faire, nous ne pouvons pas jeter les valeurs séculaires qui ont constitué la substance de notre coexistence pour penser que tout ce qui vient de l'Occident doit être les seuls critères, les seuls repères. Donc pour moi, ce n'est qu'un juste retour des choses, à savoir que nous nous rendons compte, surtout pendant les périodes de crise, que nous avons besoin de nous retourner vers les instances traditionnelles. On a vu pendant l'insurrection, quand ça n'allait pas, les gens ont défilé vers le Moro Naba sans qu'on ne leur demande de venir. Donc quelque part, c'est que dans notre subconscient, nous nous rendons compte que au-delà des clivages partisans, il y a quand même des valeurs pour lesquelles nous sommes prêts à mettre bas la terre pour construire l'unité. Abdul Karim Sango, quelle appréciation de cette initiative? Bon, je voudrais, tout comme le professeur Albert Ouedraogo l'a indiqué tout de suite, saluer cette initiative. Je pense que depuis le retour à une vie constitutionnelle autour des années 90, c'est la première fois qu'un régime politique à un niveau aussi élevé aborde courageusement cette question du statut de la chefferie traditionnelle. Moi, en tant que président du parent, je suis doublement satisfait parce que c'est un sujet qui nous a toujours préoccupés. La première fois que le parrain est arrivé à l'Assemblée nationale, en 2002, dans la masse de propositions de loi que le parrain avait, il y avait une proposition de loi sur le statut de la chefferie traditionnelle. Parce que nous estimons que c'est une institution qui est très importante dans notre histoire, dans notre vécu, et qui devrait être protégée, même souvent contre elle-même. Et donc, de ce point de vue, je pense que c'est aussi l'avantage, souvent, de ce type de régime. Les régimes qui n'ont pas forcément un agenda politique très clair, de bousculer un certain nombre de questions. Donc, de ce point de vue, ils ont tout le soutien du parent. Alors, professeur Albert Ouedraogo, vous l'avez déjà dit à votre première intervention, les chefs coutumiers ont toujours joué un rôle, surtout quand il y a les crises. Vous avez parlé de ces crises qu'on a vécues sous la transition.
Alors, pourquoi leur donner un statut si déjà ils jouent ce rôle sans avoir un statut? C'est comme si vous me posez la question de savoir pourquoi rendre l'économie informelle formelle. Pourquoi formaliser l'économie informelle? Non, parce que tout simplement ce qui est informel échappe à un cadre juridique normalisé et ne peut pas construire de façon efficace la République. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à penser que ces structures traditionnelles sont des non-lotis et qu'on ne peut consulter que au détour d'une difficulté. Si ce sont des valeurs, considérons-les comme telles et non pas attendre qu'en période de crise, on puisse aller vers elles. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que très souvent, en ne les associant pas en amont, nous allons vers les devants des situations déplorables. Alors que si on les avait associés en amont, ils auraient pu prévenir. Imaginez par exemple la présence de chefs traditionnels et coutumiers dans, je sais pas moi, dans les communes. On peut, par exemple, les solliciter pour entendre leur avis par rapport à la marche de la commune. Mais si vous ne les prenez pas en compte, les réalités de la commune, la réalité du terrain, vous risquez de faire des impairs. Et c'est après les impairs, vous voulez aller les chercher pour corriger. Mieux vaut, de mon point de vue, prévenir que guérir. Et les chefs traditionnels, aujourd'hui, ne sont pas ceux que l'on avait au sortir des indépendances. C'est de grands intellectuels, c'est de grands cadres, c'est de grands diplômés et qui sont au courant de la marche du monde et par conséquent qui sont à même de nous aider à avancer sans le mépris condescendant que les autorités d'antan avaient vis-à-vis de ce qui est traditionnel et coutumier. Non, il faut sortir de cette ornière-là et considérer désormais que le Burkina est un pays qui doit avancer en ayant ses valeurs traditionnelles chevillées à son corps pour que nous puissions avancer. Malheureusement, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on a pensé que le développement devait être clé en main par rapport à l'Occident. Non, comme a dit le professeur Kizerbo, on se développe. On ne développe pas. Donc, à partir de l'extérieur. Il faut rendre formel l'informel. Est-ce que c'est dans ce sens également que les parents faisaient ces propositions depuis longtemps? Non, je pense que la question, elle est mal posée, hein, si je peux me permettre. On ne peut pas dire pourquoi on veut les sortir. Non, d'abord, il faut savoir que la Constitution, notre droit positif, là, à travers la Constitution, n'ignore pas la chefferie traditionnelle. Les us et coutumes. Voilà. On les considère comme une sorte de garant de l'ordre traditionnel, de nos coutumes, de ce que nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les procès qu'on veut à la chefferie traditionnelle ou à la chefferie coutumière, mais la réalité c'est que 99% des Burkinabés se reconnaissent dans cette chefferie. Alors le souci, depuis le retour à la vie constitutionnelle jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a assisté à une forme d'instrumentalisation politicienne de la chefferie, qui a contribué progressivement à la décrédibiliser au profit d'acteurs politiques qui n'avaient pas de grands projets en réalité finalement pour ce pays, mais pour leurs intérêts. Et comme la mauvaise gestion de nos États suscite des moments de grave crispation, on se rend compte que la République normale, dont on se prévaut dans le droit positif, donc dans la Constitution, n'est pas en mesure d'apporter la bonne réponse. Alors ça veut dire quoi? Il faut simplement replacer la chefferie traditionnelle comme une institution à sa place d'où elle n'aurait jamais dû quitter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le cadre qu'on veut leur donner, c'est pour leur accorder des garanties, mais mettre aussi à leur charge, je suppose,
un certain nombre d'obligations. Mais il faut faire attention, parce que dans le rappel historique que vous avez donné tout de suite, alors, vous avez dit que toutes les tentatives, oui, les tentatives ont échoué parce que c'était des tentatives un peu conflictuelles. Maurice, le président Maurice Yamego, avec tout le respect que j'ai pour lui, a voulu régler des comptes à la chefferie traditionnelle à un moment donné de notre histoire, parce qu'il leur a reproché ceci ou cela. Bon, on ne peut pas régler. Il a voulu installer une monarchie. Voilà, c'est ce qui a été dit en son temps. Mais je ne sais pas si c'était l'intention première, en tout cas de la chefferie. Ce que je veux souligner, c'est que il ne faut pas voir ça dans une approche conflictuelle. Il n'y a pas la République et puis il y a la... Non, les chefs font partie de la République. Il faut qu'on assume ça parce que c'est notre identité. Moi, je me dis que quand je vais au village, je passe d'abord chez mon chef. Parce que tous les problèmes qui sont là-bas, là, c'est lui, premièrement, qui les règle. C'est lui qui est près des uns et des autres. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder cette question. Il faut comprendre que ça doit se faire avec les chefs, dans leur intérêt et dans l'intérêt de la République. Donc, un statut pour permettre aux chefs traditionnels d'avoir une place dans la République. Que doit renfermer ces statuts ou que peut renfermer ces statuts prévus, professeur Albert Ouedraogo? Oui, je sais que la question du statut a toujours soulevé des polémiques parce que pour certaines personnes, la chefferie ne concerne que certaines régions du Burkina. Or, c'est une vision de courte vue de mon point de vue, parce qu'il n'existe aucune entité au Burkina où il n'y a pas de chefferie. Il n'y a pas. C'est vrai, il y a les chefferies d'essence politique, comme chez les Mossi, chez les Bissa, chez les Gourmanché, chez les Peuls, même chez les Dagara, c'est un peu, non pas forcément, mais chez les Gans. Mais partout, vous avez aussi des chefs religieux, vous avez des chefs de terre, vous avez des chefs de culte, que ce soit le masque, que ce soit les chefs d'initiation. Donc, toutes ces entités-là, on les regroupe dans les chefferies traditionnelles et coutumières. Donc, pour moi, en créant un statut, on permet de donner une place légitime à ces autorités-là pour leur permettre d'interférer dans la marche de la cité, de demander leur avis à des moments propices pour que la cité puisse fonctionner en tenant compte de tous ces paramètres. Et si on veut aller plus loin, c'est que la question du statut, c'est d'abord une question de reconnaissance même de notre essence. Qui sommes-nous? Nous sommes des Africains, nous sommes des Burkinabés, nous sommes sur un terroir multiséculaire et nous avons toujours évolué en fonction d'un certain nombre de valeurs que nous avons en partage. Mais ces valeurs-là, c'est ce que nous allons mettre sur le plateau et ça va nous permettre, beaucoup ont pensé même que la question des statuts va réveiller des velléités de division, de déchirement. Pour moi, c'est même le contraire. Le Burkina ne sera pas le premier pays à l'expérimenter. La Côte d'Ivoire vient de faire ça il n'y a même pas 3-4 ans. Avec la Chambre des Rois? Avec la Chambre des Rois. Mais si vous prenez le Mali, vous prenez le Niger, vous prenez le Congo, vous prenez le Nigeria, vous prenez le Cameroun. Mais vous, par exemple, au Niger, lorsque on nomme un chef, pourquoi il n'y a pas de double chefferie au Niger? Il n'y a jamais de double chefferie au Niger. Parce que dès que la tradition vous a nommé chef, il y a un arrêté qui est pris par le préfet. Et il ne va pas prendre 2 arrêtés pour nommer 2 personnes. Il en est de même au Ghana. Donc, le problème qu'on a en ce moment à Fada, on ne l'aurait pas eu au Niger ou au Ghana. Donc, pour moi, c'est une façon de prévenir. Mais au cas où le chef qui a été choisi prévèrement est contesté, par exemple,
est-ce qu'en ce moment, l'autorité pourra prendre l'arrêté pour les confirmer au moment où ces sujets, j'allais dire une partie de ces sujets, sont en train de le contester, par exemple? Dans la tradition, il y a les mécanismes de dévolution du pouvoir. Et on sait quels sont ceux... Et puis, dans le pouvoir traditionnel, ce n'est pas la dictature. La plupart du temps même, on n'accède pas à la chefferie seul. Il y a une compétition qui se fait. Et celui qui a échoué se rase la tête, vient faire allégeance, et puis on repart. Et il n'est pas dit que prochainement, il ne peut pas être compétitif. Et si maintenant, dans votre manière de faire, vous avez posé des actes indignes, mais la tradition dispose des mécanismes pour vous déchoir. Et l'autorité moderne ne fera que prendre acte de cette déchéance. Donc pour moi, ce n'est pas un problème avec la République. Comme il a dit tantôt, la Constitution reconnaît la chefferie. Simplement, on n'était pas allé jusqu'au bout pour créer les conditions de cette reconnaissance. Malheureusement, pendant longtemps, on a pensé que les chefs étaient à même de faire émerger leur statut. Je regrette de le dire sur ce plateau, mais nous l'avons expérimenté. C'est depuis 1958 que les chefs avaient laissé entendre qu'ils allaient créer leur statut, et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Parce qu'en réalité, oui, consubstantiellement, les chefs ne peuvent pas créer un statut. Ils sont combien? Qui va créer un statut au nom de quelle autre chefferie? Il n'y a que la République, il n'y a que l'État qui puisse le faire. Et docteur Abdul Karim Sango, que peut renfermer ces statuts qui sera créé maintenant par la République? Non, c'est classique, hein? Ça ne va pas être la première fois qu'on va créer un statut pour une institution de la République ou pour un corps. On a les statuts des militaires, on a les statuts des magistrats, on a les statuts des fonctionnaires, on a les statuts des députés. Donc un statut va fixer déjà à partir des discussions qu'on a avec les chefs traditionnels eux-mêmes, puisqu'ils sont de plus en plus organisés. Ce qu'on ne dit pas, ils ont des associations, ils ont des réflexions. Donc, le texte va indiquer à quelles conditions. C'est-à-dire qu'il s'agit de reproduire dans la loi ce que la coutume ou la tradition a prévu. Sauf que ça devient maintenant quelque chose que l'État... Ça peut pas être uniforme dans toutes les régions. Non, c'est un faux débat. Hein? Si vous prenez les chefferies à statut centralisé, là, c'est la même chose partout. Quasiment. Là, je parle sous le contrôle du professeur Albert Ouedraogo. Vous partez de Tenkodogo, au Boussouma, à Boussouma, à Fada, à Ouagadougou, à Waïgouya. Parce que n'oubliez pas quand même qu'il y a un fond commun, historique, à toutes ces chefferies d'une certaine façon. Voilà. Même vous partez jusqu'au Ghana, il y a des fonds communs. Il n'y a aucune spécificité extraordinaire. Chaque fois qu'on parle de la spécificité, c'est parce qu'on ne veut pas régler le problème. Et ce sont les politiciens qui veulent les manipuler, qui veulent les utiliser. On sait. Les histoires de double chefferie, là, c'est des fabrications, là. Il ne peut pas avoir double chefferie, là. On sait. Il faut mettre fin à tout ça parce que ça fait peser une menace sur la paix sociale. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que j'aime bien son exemple. Non. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir dire à Ouagadougou, tel est le chef. Non. C'est-à-dire le royaume a ses règles. On va certainement codifier ça en harmonisant d'une certaine façon, avec des niveaux de spécificité, ça c'est possible. Mais tout ça, la loi gère tout ça. Voilà. Aussi longtemps que ça ne vient pas en contradiction
avec des grands principes constitutionnels, tout ça, on arrivera à faire. Encore une fois, il l'a dit. On n'a pas dit d'inventer la roue. Il y a des pays dont l'histoire de la chefferie ressemble à la nôtre parfaitement. C'est le Ghana. Quand même, on vient en partie de là-bas. Tout le monde connaît Gambaga, là. Donc, on ne peut pas dire, non, non, non. Ils l'ont fait, ça marche. Le Niger l'a fait, ça marche. Les Ivoiriens l'ont fait, ça marche. En Ouganda, quoi? Ça existe. Vous savez, nous, les juristes, on n'est pas là pour... On n'invente pas. On s'inspire de ce qui existe, qui marche bien. L'idée, c'est que il faut que l'institution chefferie traditionnelle ou coutumière contribue à la pacification de notre pays. C'est ça qu'on recherche, c'est ça le but. Est-ce que cela devra aboutir à la mise en place d'une chambre des rois, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire et au Ghana? Mais pourquoi pas? Moi, j'avais même proposé une fois qu'il faut qu'il y ait un haut conseil de la chefferie traditionnelle et coutumière qui doit être obligatoirement consulté avant l'adoption des lois à l'Assemblée nationale. Il faut qu'ils donnent leur avis parce que c'est eux qui sont dans le réel. Moi, nous on est là, on est en ville, on a des diplômes et tout ça, mais on n'a pas toujours la bonne science sur nos sociétés qui donnent un éclairage. Ils sont là-bas. Hein? Vous savez qu'au Ghana, ils sont membres de droit des collectivités territoriales. Absolument. Comment vous pouvez dire à un chef d'être candidat à une élection avec ces sujets? Soyons sérieux. Il faut mettre un terme à tout ça qui a créé du n'importe quoi dans ce pays. C'est-à-dire qu'il est sans parti politique, mais d'office élu. Oui, il est là. Mais si vous partez chez moi au village, mais comment vous pouvez régler des problèmes de terre sans l'avis du chef de terre? Quand il y a des conflits de mariage, quoi, j'étais l'autre jour à Zabri, là, j'étais avec le chef. Il y a un monsieur qui avait la bagarre avec son épouse ou quoi. Mais il est venu s'asseoir là, avec le chef, pour expliquer. Le chef va régler ça. Pourquoi il n'est pas parti au tribunal? Voilà. Votre tribunal qui est là. Non, c'est ça la réalité. Le droit doit avoir une emprise sur la réalité sociologique. On se ment. Et ce sont les intellectuels qui alimentent ce mensonge. Il n'y a aucun pays au monde qui a des lois stratosphériques, là, comme ça, qui planent en l'air. La chefferie est une institution qui a apporté beaucoup dans l'histoire de notre pays. Il est temps de la mettre à sa place là, simplement en la reconnaissant, c'est tout. C'est pas compliqué. On va leur fixer des droits, naturellement, puisque il y a des choses que l'État tente de faire qui ne fait pas bien. Dans la pratique, c'est ce qu'on fait. On se repose sur les chefs. Ils règlent ça. Donc ça, tout ça, on va leur reconnaître ça. Et puis en retour, on essaie de voir quels sont les mécanismes communs pour accompagner. Il ne s'agit pas forcément de dire les chefs n'attendent même pas des salaires comme des fonctionnaires là. Ils ont une conscience très noble de leur fonction. Donc, c'est pas ça. Mais tout ça, on peut regarder ça calmement. Il faut quand même un certain traitement. Si vous me confiez un travail qui me prend du temps, Ouais. on peut voir. Qui nécessite peut-être des déplacements. Des déplacements, ça peut être des indemnités, ça peut être des quoi, tout ça. Ça, c'est pas un problème. Non, il faut voir ce que ça rapporte au pays. C'est ça qui me paraît l'élément essentiel. Et je pense que les chefs ont la capacité de s'entendre pour mettre de l'ordre dans ça. Donc, moi, je crois. Peut-être, comme vous l'avez dit, si ça doit aboutir à une chambre des rois, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire et au Ghana, quel sera le rôle, ou bien quels seront les rôles qu'on devra assigner ou qu'on pourrait assigner à cette chambre-là? Mais le rôle, il est, comme on l'a dit, on n'a pas besoin d'inventer la roue. Le rôle est surtout consultatif. C'est-à-dire, on met en place... j'aime souvent dire que les Africains, on copie très mal. La démocratie, quelque part, on dit c'est né en Grèce. Et
dans les pays européens, la royauté continue à exister. Vous allez en Grande-Bretagne. On ne peut pas me dire que la Grande-Bretagne est un royaume. Belgique également. Il y a les institutions. Vous savez que dans le Parlement britannique, il y a la Chambre des Lords. Vous savez ce que c'est que les Lords? Ouais. Mais c'est les grands seigneurs d'antan. Avec leurs grands tours, j'ai vu leurs cheveux blonds. Ouais. Mais on les consulte. Ce sont les représentants des anciennes dignités. Parce que c'est très important de consulter les racines. Vous prenez au Burkina, on peut faire la même chose. Cette chambre-là, on la consulte, on peut la consulter au niveau national. On peut la consulter au niveau législatif. On peut même la consulter au niveau communal. Mais tout cela pour rentrer dans la dynamique de la décentralisation. Mais tout le problème du statut de la chefferie, c'est quoi? C'est pour éviter l'amalgame qu'on est en train de voir. C'est pour éviter ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, que les chefs sont obligés de se prostituer entre griffes dans la politique politicienne pour pouvoir être. Parce que les chefs sont d'essence politique. Donc, si vous voulez faire la politique en mettant les chefs de côté, c'est leur droit en tant que citoyen de se faire valoir. Mais quand ils rentrent dans l'arène politique, ils ne sont plus des éléments mobilisateurs et des moments de cohésion sociale. Donc, il faut leur permettre d'être au-dessus des partis politiques. Quelquefois même au-dessus des religions. Parce que déjà, même quand un chef est musulman ou il est chrétien, déjà une partie de sa communauté est un peu partagée. Parce que tout ça, ce sont des choix clivants. Or, le chef, il est là pour tout le monde. Oui, donc l'objectif de tout ça, c'est de les amener un peu à s'écarter de la politique. C'est pas à s'écarter de la politique, non, c'est pas le terme. C'est pas le terme. Le terme est de leur permettre de ne plus rentrer dans la politique partisane, Voilà. mais être là pour donner leurs avis, être consultés pour la mise en œuvre des politiques de la nation, au niveau communal, au niveau législatif, au niveau étatique, qu'ils soient consultés, qu'ils aient leur mot à dire. Mais quand on sait qu'actuellement, on a déjà des chefs qui sont affiliés à des partis politiques, ou qui sont même responsables des partis politiques, souvent des élus, en tout cas à l'Assemblée nationale. Et comment cela va se passer? Est-ce à dire que si cette chambre existe et que vous êtes membre, vous ne devez plus... Et si vous avez déjà peut-être un parti politique, il y a un exemple au Burkina, le Dima de Boussouma, qui a son parti par exemple, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Non, la situation actuelle est une conséquence de l'absence d'un cadre juridique qui fixe les limites du champ d'intervention en politique des chefs. Si vous n'avez pas un statut qui dit jusqu'à où vous pouvez partir, on ne peut pas interdire aux gens. Dès que vous commencez à réfléchir en termes de statut, ça veut dire que vous voulez protéger une institution d'une certaine manière. À partir de ce moment, les uns et les autres vont tirer les conséquences en reconnaissant leurs droits. Mais dès que vous connaissez les droits de quelqu'un, vous lui mettez aussi à côté ses obligations. Il ne faut pas oublier quand même qu'on rappelle ça tout le temps. Au Ghana, la constitution dit clairement à un chef, si tu veux faire la politique partisane, voilà. Parce qu'il y a ce débat-là où on ne se comprend jamais. Personne n'a dit que les chefs ne doivent pas faire la politique. Ça n'a pas de... C'est un non-sens. Puisque un chef traditionnel, il gère sa communauté. Or, la politique, c'est gérer une communauté, c'est gérer sa cité, dans son essence. On dit, la politique, au Ghana, on dit, si un chef traditionnel veut être candidat à une élection, il n'est plus chef. Il abandonne son bonnet. Il devient un citoyen comme tout le monde. Il va dans la boue, on le traîne et tout ça, etc. etc. Donc c'est plutôt comme ça
qu'il faut voir cette question. Alors, au Burkina aussi, on a plusieurs types de chefs. Hein. Quand on prend, par exemple, sur les Mossé, il y a l'empereur et puis il y a les Dima, par exemple. Dans les autres régions, on a les chefs des cantons et les chefs de village, les chefs de terre. Alors, si on venait à mettre en place une chambre des rois, quel type de chef peut être membre de cette chambre? Professeur Albert Ouedraogo. Laissez-moi apporter un rectificatif. Il n'y a pas d'empereur chez les Mossé. Exactement. D'accord. Il n'y a Merci pas de d'empereur. rectifier. Ouais. Il y a des Dima. Voilà. D'accord. Et tous les Dima sont autonomes. Personne n'est le sujet d'un autre. Personne ne nomme un autre. Donc, à partir Parce qu'on entend souvent, peut-être que c'est un amalgame. C'est un abus de mot langage. Nababango, empereur de Mossé. Merci de rectifier sur ce plateau. Le mot empereur n'existe pas chez les Mossé. D'accord. Voilà, c'est les Dima. Le roi de Tenkodogo est un Dima, Ouaga Dima, Boussouma Dima, Yatenga Dima. Voilà. Donc, lorsque cette chambre ou ce collège verra le jour, mais il est clair que ça va être le microcosme de la diversité nationale, culturelle, ethnique. Toutes les compositions de ce pays devraient se retrouver en filigrane dans cette chambre-là, avec les mêmes honneurs, avec les mêmes avantages, avec le même respect. Et comme il a dit, les chefs sont très bien organisés. Il existe déjà la chefferie supérieure qui regroupe un certain nombre de rois, de sultans, de chefs de canton qui se réunissent régulièrement. Et puis vous avez maintenant les différents ministres qui travaillent en collaboration avec leur roi. Donc, à partir du moment où ce collège-là va voir le jour, ces différents départements, ces différents démembrements vont être précisés dans les textes. Et le fonctionnement va s'en ressentir. Comme on l'a dit, ce n'est pas le Burkina qui va inventer ça. Ça existe déjà. Il suffit seulement de s'en inspirer. Il y a même déjà des textes, des projets qui existent. Simplement, la démarche et l'autorité politique n'avaient pas suivi. On n'avait pas encore pris la décision politique d'aller dans ce sens. À la décharge des politiques, il faut dire que les chefs aussi n'ont pas aidé. Certains chefs supérieurs ne voyaient pas d'un bon œil qu'on aille vers le statut. Mais cela a une histoire. En français, on dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Lorsque, au sortir de la Première République, on a voulu légiférer sur les chefferies, lorsque, pendant la Révolution, on a voulu légiférer sur la chefferie, c'était dans le sens de leur nuire. Donc, de porter atteinte à ce qu'ils sont. Oui, donc, du coup, chaque fois que des gens veulent porter des réflexions sur la chefferie, ils ont peur. C'est un réflexe d'autodéfense compte tenu de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Sinon, je crois que l'heure est propice à ce qu'on aille vers un dialogue apaisé. Dans cette crainte, peut-être, vient un peu dire que ce que Abdul Karim Sango disait tout à l'heure, qu'il faut les impliquer à la réflexion. C'est une nécessité. Ça, c'est absolument. On ne peut pas faire ça sans les chefs. Oui. Voilà. Et dans tous les cas, dans le processus législatif, pour adopter des textes de cette nature qui concernent une catégorie de personnes, ces personnes doivent être au cœur du processus. Alors aujourd'hui, on parle peut-être d'un statut pour la chefferie coutumière, mais on sait que à côté, il y a les autorités religieuses qui jouent un peu le même rôle quand il y a crise au Burkina. Et qu'est-ce qu'il faut faire peut-être de ces autorités-là? Est-ce qu'il faut trouver des arrangements pour que ces types d'autorités se retrouvent également dans ces statuts qu'on va adopter pour la chefferie coutumière? Non, je pense qu'il faut
Ça, c'est mon avis. Il ne faut pas mélanger les problèmes. Il ne faut pas mélanger, d'accord. Il ne faut pas créer des problèmes là où ça n'existe pas. Il ne faut pas créer un conflit qui n'existe pas entre les chefs traditionnels, les chefs coutumiers et les chefs religieux. Qu'est-ce que vous allez aller organiser, par exemple, à l'église catholique? C'est une institution bien organisée, bien hiérarchisée, avec des textes clairs. À l'international. À l'international. Vous partez chez les protestants, vous partez chez les musulmans, ils ont leur organisation. Ils ont leur façon de Donc fonctionner. c'est pas, faut pas noyer, comme on dit, le poisson. Non. Je reviens sur l'idée du professeur Albert Ouedraogo. Il ne faut pas opposer la République au chef. Parce que tout processus de ce genre, ça va échouer. Moi, je rappelle, je peux me tromper. Sociologiquement, une grande partie de notre population se reconnaît dans la coutume, dans la tradition, qu'incarnent les chefs. Donc, il faut les mettre au cœur de ce dispositif. Et on est très avancé aujourd'hui. Alors, revenons peut-être à une question que le professeur Albert Ouedraogo avait effleurée au début. Parce que quand on parle des statuts, automatiquement, on peut penser que ça va avec des avantages. Vous l'avez également relevé sur ce plateau. Est-ce que cela ne va pas réveiller les conflits latents liés à la chefferie qui existent déjà dans plusieurs régions du pays? Non, les conflits ne se réveillent pas parce qu'il y a des avantages. Je n'appelle pas ça des avantages, parce qu'il y a des droits qui sont reconnus à des gens. C'est pas ça qui... Non, les conflits, là, je rappelle, si vous faites une analyse des conflits de la chefferie, ce sont les politiciens qui les ont créés pour leur intérêt à eux. Les chefs, les vrais, à mon avis, reconnus, ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils veulent aller. Moi, je ne crois pas du tout. C'est pas parce qu'on va dire, ah non, tel chef, pour telle responsabilité, on peut lui trouver ça, que demain matin, même si on met, par exemple, je dis des bêtises, si on dit par exemple que pour les dimanches, l'État peut essayer de mettre un budget à leur disposition, tu ne peux pas te lever un matin pour dire que tu vas être un dimanche. Ça ne passera même pas, personne ne va t'écouter là. Sauf si tu es devenu fou. Sauf si tu es devenu fou. Donc moi je n'ai pas de... Mais je souhaite que on ne se focalise pas. Parce qu'au Burkina, c'est ça le problème. Oui, la mesquinerie. Dès qu'on dit on va faire telle chose, les gens ont toujours le regard sur les petits avantages. Et vous voyez, vous avez vu ce qui est arrivé à Kaya. Pour être présent dans... le petit truc de le truc qu'on appelle l'Assemblée législative. Vous avez vu les bagarres. Il faut en finir avec ça. Ça n'honore ni la République, ni la chefferie traditionnelle. Donc moi, en tout cas, moi, je n'ai pas cette inquiétude-là. Alors, Je voudrais rebondir sur l'affaire de Kaya pour montrer comment la chefferie peut montrer sa noblesse. Le chef de Kaya avait été désigné pour siéger. Mais au regard de la déchirure qu'il y a eu, il a rendu le tablier. pareil pour le chef de Congoussi, non? Mais bien sûr. Quelle instance d'autre qui a fait ça? Ça veut dire que la question de la cohésion sociale est au cœur de leur problématique. Il n'y a pas de chef dans la déchirure. Il n'y a pas de chef dans la division. Donc, si les chefs réussissent à se mettre au-dessus de cette mêlée-là, c'est comme ça que nous allons construire le Burkina. Un petit exemple. Aujourd'hui, nous faisons face au terrorisme. Nous faisons face à la violence. Imaginez un seul instant que les chefs du Burkina se lèvent d'une seule voix, donnent le mot d'ordre de lutte contre le terrorisme. Je vous donne une semaine, il n'y aura plus de terrorisme au Burkina. Mais si nous, on a consulté les chefs. Mais pourquoi ils ne les font pas? On a été les voir. Mais on a été les voir. Ils disent qu'on leur a dépouillé de toutes leurs prérogatives. Quels sont leurs droits pour pouvoir faire ça? Si un chef, un dimanche se lève aujourd'hui, il fait ça, on va dire qu'il veut faire un coup d'État. Au nom de quoi il va mobiliser des troupes?
Au nom de quoi il va dire des gens de s'armer pour se défendre? Non, ça ne se fait pas en République. Donc, vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et de son contraire. Si vous avez dépouillé les gens de leurs prérogatives, souffrez à ce moment-là qu'ils soient mis à la merci d'un certain nombre de vicissitudes. Alors, parlant des conflits... Sur ça, Oui. je veux appuyer là-dessus. On dit chat échaudé craint L'eau froide. L'eau froide, oui. Vous dites pourquoi les chefs? Il y a des chefs qui ont entrepris des initiatives de pacification, de recherche de solutions à des gros problèmes, qui ont été abandonnés en pleine brousse par l'État, par la République. Vous voulez quoi? Il appartient à l'État d'appeler les chefs pour dire humblement, nous on pense que vous avez une grande importance. Historiquement, vous avez joué tel rôle. Quand on oublie de dire que la reconstitution de notre pays, là, les chefs étaient quand même au cœur du dispositif. Donc il faut que l'État, parce que l'État tel qu'il a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, a toujours perçu les chefs comme un concurrent, comme un adversaire. Au-delà de tous les discours mielleux et tout ça, non. À partir de ce moment, comme eux, ils ont quand même le sens de la réalité de leur pouvoir. C'est un peu, on dit, non, tu dis que tu peux, non? Vas-y. Alors, on va peut-être terminer par ce point, en parlant toujours des conflits liés à la chefferie. À Fadangouma, par exemple, il y a 2 chefs. Est-ce que ces statuts annoncés pourra régler, par exemple, cette question précisément? Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, oui. Comment? Ben, permettez-moi de ne pas déballer ça sur ce plateau. Mais sinon, oui. Parce que dans l'histoire de la chefferie, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Et la chefferie a toujours trouvé les mécanismes de résorber. Vous pensez que les chefferies sont nées telles qu'on les connaît aujourd'hui? Elles ont évolué, elles se sont métastasées, et puis elles sont devenues ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis demain, ce n'est pas sûr que les chefferies d'aujourd'hui sont celles qu'on verra demain. Donc, nous sommes dans une dynamique. Et cette dynamique-là, si on a un cadre juridique, on peut s'en occuper, on peut s'en saisir, et puis on peut dédramatiser ce qui est en train de se dérouler à Fada. Abdou Karim Sango, sur ce point? Oui, non, je pense que, encore une fois, le problème est mal posé. La loi a une portée générale et impersonnelle. On n'a pas fait la loi là pour traiter du cas de Fada, par exemple. Oui. Non, on veut régler le problème de la chefferie traditionnelle et coutumière de façon générale. Et ce cadre général va être un cadre qui permet de régler ce problème, mieux d'anticiper. C'est ça qui est important. Actuellement, nous avons 2 chefs. La question qui se pose, en fait, c'est une réalité. Actuellement, nous avons 2 chefs. Mais on ne peut pas régler ça ici. À supposer que on adopte un statut aujourd'hui, ou bien une loi portant fonctionnement, organisation de la Chambre des rois, et chaque région devrait envoyer peut-être ses chefs. Dans le Liptako, il y a 3 chefs. Il y a des endroits où il y a 3 chefs. Non. Tout le monde va siéger. Qu'est-ce qu'on va faire? Le statut va prévoir certainement des instances de médiation qui vont certainement, progressivement, aider à régler les problèmes. Et puis c'est une loi, c'est pour l'avenir. C'est pas une loi, non. C'est-à-dire cette loi qu'on va prendre demain, par exemple. Mais elle va avoir tout son effet là, dans 10, 15, 20, 30 ans. C'est pas une histoire de... C'est pas qu'il ne va pas avoir d'autres types de problèmes. Mais déjà, les problèmes qu'on avait hier, on ne les aura plus. Il a dit quelque chose. Il va être difficile d'avoir l'hypothèse de Fada, puisque la loi va dire que le chef, reconnu selon une certaine procédure, l'autorité administrative va prendre un acte pour constater que c'est lui. C'est pas pour le nommer, hein, puisque c'est pas lui qui l'a mis pour... C'est tout. Donc moi, c'est... Non, regardons l'avenir. Comment le texte nous aide à envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. C'est ça le sens de la loi. Sinon, il y a d'autres localités où il y a des pluralités
Plus de deux chefs. Plus de deux chefs. Mais vous savez, dès que on ne peut plus instrumentaliser les chefs traditionnels et tout ça, ça c'est des problèmes qui vont commencer à ne... Pourquoi les gens veulent les chefs? Parce qu'ils veulent les prendre après pour faire la campagne. C'est tout. Alors, un dernier mot, parce que c'est la fin déjà de l'émission, par rapport à ces statuts annoncés. Je voudrais vraiment saluer pour une fois à une décision de la transition et je souhaite que cette décision aille au-delà de la transition. Ce ministère qui a été créé, je ne souhaiterais pas que ce soit un feu de paille. Il faudrait que ça s'inscrive dans la durée et qu'on mette du contenu et qu'on mette de notre âme pour que justement le Burkina soit un pays africain avec des valeurs africaines qui nous donnent notre identité, notre socle culturel. Et ce ministère-là peut nous aider à aller de l'avant. Non, moi je pense qu'il faut surtout que nous restons optimistes. J'allais dire positifs dans notre état d'esprit par rapport à ce sujet. Et que tout le monde regarde l'intérêt général. Si vous prenez ces 20-30 dernières années, tous les rapports sur la gouvernance démocratique au Burkina ont toujours en filigrane indiqué qu'il faut qu'il y ait un statut pour la chefferie traditionnelle. Je souhaite simplement que les chefs, à travers les différentes organisations, soient suffisamment associés à ce processus. Que nous continuions ce type de débat à la recherche d'idées les meilleures pour que finalement cette idée-là qui tient à cœur au Burkinabé voit le jour au profit de ce que j'appelle l'intérêt général. Merci à vous, merci au professeur Albert Ouedraogo d'avoir contribué à ce débat. Je rappelle que vous êtes homme de lettres, ancien ministre de l'enseignement supérieur, ancien ministre des droits humains et secrétaire général de l'association Racine. C'est une association composée des chefs traditionnels et d'universitaires, entre autres, et qui s'est donné pour mission de promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Abdoul Karim Sango, juriste, ancien ministre de la Culture et ancien conseiller culturel à la présidence du FASO. Merci pour la contribution à ce débat. C'est tout donc pour ça fait débat. C'est également tout pour 7 jours dans la savane. Merci à tous de l'avoir suivi. On se dit à dimanche prochain pour un nouveau numéro.